fait parler, toute l'équipe est là, Claude Veil, Pascal Tournier, Renaud Pila, Émilie Zapalski. Ce qui fait parler ce dimanche, c'est bien sûr l'élection du président du Parti Les Républicains. 3 candidats en lice, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. On va aller tout de suite retrouver Noé Grandillot au siège du Parti Les Républicains. Noé, les résultats sont imminents, je crois. Oui, dans à peu près une vingtaine de minutes, et c'est vrai que l'enjeu il est simple, c'est que tout autre résultat qu'une victoire au premier tour serait un échec, un désaveu, même pour Christian Jacob, lui qui fait la figure d'immense favori. Il a reçu de très nombreux soutiens de poids lourds comme François Bayrand, mais aussi dans une moindre mesure Nicolas Sarkozy, ce qui est bien entendu essentiel aux yeux des militants LR. Et puis, autre facteur qui joue en faveur de Christian Jacob, ces deux adversaires souffrent d'un énorme déficit de notoriété, que ce soit Julien Aubert ou Guillaume Larrivé. Ils ont eu beaucoup de mal à faire le poids, ils le savent, et d'ailleurs ils ont joué la carte du tout sauf Jacob, c'est-à-dire qu'ils ont promis de faire alliance contre lui en cas de second tour, un second tour qui pourrait donc se révéler à risque pour Christian Jacob, et on comprend mieux l'importance absolue pour lui de gagner dès ce soir, si possible avec un score très large, lui qui se présente comme le seul candidat capable de rassembler une famille LR plus désunie, plus éparpillée que jamais. Un mot, enfin, parce que c'est très important, de la participation. À 17h, il y avait un peu plus de 43 000 votants. À l'heure actuelle, on se situerait autour de 60 000 votants sur un total de 130 000 adhérents, ce qui veut dire qu'environ un adhérent sur 2 aurait voté, ce qui est un chiffre un peu plus important que ce qui était attendu ici. Merci beaucoup Noé pour ces précisions. Évidemment, on vous retrouve dans la soirée pour faire le point sur les résultats, donc dans une vingtaine de minutes, si on a bien compris. On va revenir sur la participation, qui est évidemment l'un des gros enjeux de cette élection. Mais une question déjà, est-ce que c'est joué d'avance? En gros, on sait, c'est Christian Jacob? C'est jamais joué d'avance l'élection. On ne peut jamais savoir. Je crois que c'est quand même le sacro-saint principe des élections. Mais ce serait une grosse surprise. Après, ce serait une grosse surprise, effectivement, que ce ne soit pas Christian Jacob. Mais moi, j'ai envie de dire, laissons jouer les suspens. Il y a du suspense. Voilà. Il ne pas nous demander de faire un pronostic à un quart d'heure des résultats. Non. Déjà, les résultats sont à un quart d'heure. Il y a un grand suspense, je peux vous le dire. Donc, mais ne souriez pas. Bien sûr, attendre les résultats. Il y a un grand suspense. Non, mais humour mis à part, même si Christian Jacob est le favori, on a vu depuis 3-4 ans que toute la vie politique française était sous des phénomènes de turbulence qu'on a du mal à prévoir. Donc il n'est pas dit que Christian Jacob fasse un score triomphal. On va surveiller le score notamment de Julien Aubert, qui a fait une campagne extrêmement active, qui est apprécié des militants sur une ligne beaucoup plus à droite que Christian Jacob. Christian Jacob qui est quand même chiracien. Chiracien, c'est un enfant politique de Jacques Chirac, Christian Jacob. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, dans un parti concurrencé par Julien Aubert et Guillaume Larrivé, qui eux, désormais, sont sur des positions extrêmement droitières. Ils ont une perspective de droitisation pour les années à venir. Donc, ça va être très intéressant de voir dans quelques minutes le rapport de force entre ces 3 candidats. Je suis d'accord, c'est ça l'enjeu en réalité. Est-ce que les militants de ce parti, de ce qu'il en reste, 60 000 militants, il faut quand même voir qu'il faut quand même être modeste. Il y en a 130 000 en fait, mais voilà, sur 60 000 qui vont les voter, c'est-à-dire 60 000 qui sont impliqués, qui se sont intéressés à cette nomination. C'est contre 100 000 en 2017 pour Laurent Wauquiez. C'est extraordinairement peu. Ces gens-là ont la gueule de bois. Et 175 000 pour Copé-Fillon. C'est un parti, on le sait, depuis l'affaire Fillon, qui va de défaite en désillusion, Wauquiez, des élections européennes qui ont été un désastre. Donc, c'était un parti qui a du vague à l'âme. À partir de là, c'est vrai qu'un quart d'heure, c'était évidemment absurde de faire des prévisions. La question, c'est est-ce que on choisit de sécuriser la maison en nommant quelqu'un qui est une espèce de plus petit commun dénominateur et qui a été, comme vous le disiez, Renaud, chiracien sous Chirac, Sarkozy sous Sarkozy, il fait partie des meubles maintenant. Jacob, tout le monde le connaît, personne n'attend de lui qu'il marche au plafond et qu'il arrive à régénérer formidablement un parti en panne d'idées et de leadership. Mais en tout cas, il peut apparaître rassurant. Ou est-ce qu'au contraire, les militants qui disent on en a marre de prendre des gamelles décident d'entrer dans la logique du dégagisme et de faire confiance à 2 personnes qui en effet ont moins de notoriété, mais qui ont un discours en rupture et qui incarnent d'une certaine façon la jeunesse, le renouvellement
autre chose. Vous y croyez au dégagisme, Émilie ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de suspense et que quand même Christian Jacob va réussir ce tour de force incroyable. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que c'est une non-élection. Parce que quel que soit le personnage qui n'incarne pas un renouvellement, même s'ils ont essayé de taper fort, et Guillaume Larrivé en premier, avec Stop Immigration, le droit du sol qu'on retire, il n'y a pas d'incarnation. Les trois n'incarnent rien de véritablement nouveau qui puisse être porteur et qui puisse surtout, par rapport au titre que vous mettez, permettre aux Républicains de se relancer. Parce que se relancer où ? Quelle est la place entre le Rassemblement national, Emmanuel Macron ? Là, on a entendu dernièrement Xavier Bertrand se mettre sur les mêmes lignes côté immigration, droit du sol, enfin, pas droit du sol, mais en tout cas encadrement de l'islam politique. Quelle place ? Donc finalement, c'est une élection... Quel que soit, bon là ça semble assez joué pour que ça soit Christian Jacob, mais qu'est-ce que ça va faire ? En fait, ça ne changera absolument rien sur le destin un petit peu tracé des Républicains qui sont en voie d'extinction. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Moi, j'ajouterais quand même, j'essaie de regarder un peu quelle est la base sociologique aujourd'hui des militants qui restent chez les Républicains. Et c'est là où je partage assez l'avis de Claude Veil. Je pense qu'il y a quand même une droitisation globale de la base militante. Donc c'est pour ça que moi, je serais peut-être plus mesurée quant au score définitif de Christian Jacob, même si effectivement qu'après quelle place, quel socle idéologique défendre, puisqu'ils sont effectivement pris en étau entre la République en marche et le RN. J'ajouterais, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que si on prend un peu une focale un peu plus européenne, c'est assez surprenant parce que normalement, quand on regarde tous les pays européens, la majorité même des eurodéputés qui ont été élus aux élections européennes, c'est quand même la ligne libérale conservatrice qui l'emporte globalement. Donc c'est finalement, normalement, ce devrait être leur logiciel qui devrait être le plus mis en avant, et on voit bien qu'ils sont... Voilà, oui, en même temps, la droite classique souffre partout. Regardez en Espagne, le Parti populaire n'est plus ce qu'il était. En Allemagne, Mme Merkel, on voit bien quelle difficulté elle se débat, elle a été obligée de perdre, elle a perdu la main. Ce sont des partis, d'une certaine façon, c'est absolument le pendant de la social-démocratie. C'est-à-dire que ce sont des partis qui ont incarné une certaine droite dans une longue période de temps, les 50 dernières années, et qui n'ont pas réussi à prendre leur marque dans le nouveau champ idéologique qui a été créé par les bouleversements de la mondialisation, etc., et qui a débouché sur l'émergence de phénomènes hors parti, marginaux, du type Trump, Johnson, etc., et la montée des extrêmes et des populismes. Et donc, ces partis-là, on voit bien aujourd'hui, en effet, les Républicains, pour le moment, leur sort, c'est d'être plumés des deux côtés. Et on voit bien c'est de que se faire plumer à gauche, c'est de se faire plumer à gauche par la République en marche, avec le départ de Raffarin, et de se faire plumer à droite. Le départ de Raffarin, justement, vous l'évoquez, et j'allais y venir. L'hémorragie qui se poursuit. Jean-Pierre Raffarin, qui est aujourd'hui dans le grand jury, l'annonce, évidemment, dit-il, il va quitter les Républicains. Je vais partir des Républicains, évidemment. La question, qui est très importante, c'est que moi, je n'accuse pas les Républicains. Je ne passe pas mon temps à bagarrer. Ce n'est plus dans mes activités. Je pense simplement que nous avons aujourd'hui besoin, par rapport au sujet que nous avons traité tout à l'heure, d'une réflexion. Et cette réflexion, je trouve que le parti devrait la mener plutôt que de faire de l'actualité son message. Voilà, la droite ne réfléchit plus, c'est ce qu'il dit, Jean-Pierre Raffarin. Oui, enfin, de toute façon, la droite, elle est totalement éclatée, parce qu'il y a une partie de la droite du pays, Raffarin, elle est chez Macron. Donc elle est au pouvoir. Il y a une partie de la droite, le centre droit, il est au pouvoir en France, avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui reste ? Il reste quelques élus de centre droit au sein des Républicains, beaucoup d'élus qui ont encore beaucoup d'affection pour Nicolas Sarkozy, quelques élus qui sont maintenant beaucoup plus à droite, comme Julien Aubert et Guillaume Larrivé, qui s'est droitisé ces derniers mois. Donc, ce qui reste, le petit parti de droite qui reste, qui va finir par ressembler, voilà, quand on a 60 000 militants, s'ils ont 60 000 votants, c'est vrai que c'est un peu mieux que prévu. C'est un peu mieux que prévu. Mais on se retrouve aujourd'hui, finalement, avec on verra le nombre de sympathisants écolos dans 3-4 ans, mais aujourd'hui, le parti écolo, le parti de la droite et le PS, c'est trois petits partis, trois moyens partis. Et c'est pas de là que va venir le renouveau de la droite française. L'enjeu pour les Républicains, c'est d'avoir un président qui puisse garder les élus locaux aux prochaines municipales. L'enjeu pour les Républicains, c'est de ne pas mourir financièrement et localement. En 2014, les municipales ont été excellente pour la droite, pour les Républicains. Ils ont des centaines d'élus locaux.
L'objectif pour le prochain président des Républicains, c'est de garder au mois de mars 2020 le plus de maires possible. Et c'est possible, pour le coup. Regardez, vous prenez un Arnaud Robinet, le maire de Reims, sondage, 52%, il passe au premier tour. Donc il y a beaucoup de maires républicains. Alors évidemment, ils ne vont pas faire campagne avec les logos des Républicains. Hein. Ça sera Reims, je t'aime, ou je ne sais quoi, ou Dijon pour toujours. Bon, voilà, surtout pas d'étiquette républicaine. Le maire qui est connu sortant les Républicains fera une campagne sur son nom, une campagne locale. Donc premier objectif, les municipales. Puis deuxièmement, on est sous la Ve République, un parti présidentiel, il faut une incarnation. Il faut une personnalité. Il faut un Macron de droite. Et ça, c'est bien le problème. On le voit d'ailleurs pendant ces élections. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de passion. Donc il faut un Macron de droite. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. L'avenir de la droite française ne sera là que lorsqu'il y aura une personnalité qu'on ne connaît pas encore. Et est-ce que l'avenir de la droite ne se situe pas en dehors des Républicains? C'est toute la question. On parle de Xavier Bertrand. Un Macron de droite, je crois que Macron suffit tout seul à être de droite. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un Macron. Il est plus compliqué, Macron. Hein. Est-ce qu'il est qu'à droite? Il y a quand même des connotations très droites. Mais là où je suis d'accord avec centre-droit. Oui, centre-droit. Mais là où je suis d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, c'est sur les idées. Et ce que vous disiez sur les territoires, à un moment, il y a eu des velléités justement d'impulser chez les Républicains cette notion d'ancrage sur les territoires, dans lequel ils sont forts parce qu'en effet, ils ont encore beaucoup d'élus locaux. Ça venait notamment de chez Gérard Larcher, qui en plus, vraiment, la possibilité étant au Sénat. Mais même cette idée-là, on a l'impression qu'elle est abandonnée. Elle va être reprise pour les élections municipales et pour cause. Mais même ça, on a l'impression qu'ils y renoncent. Et ils y renoncent pourquoi? Pour rejoindre cette espèce de pauvreté du débat politique actuel qui est uniquement sur l'islam, sur l'immigration. On a l'impression que dans cette droite-là, on ne peut faire que répondre à cette espèce de sirène de se dire ça va être pour ou contre l'immigration, juste sur ce débat-là. Et on abandonne les idées. Il n'est pas très loin, Raffarin. Et d'ailleurs, les jeunes républicains, il y a quelques mois, disaient on a besoin d'idées nouvelles. Ils n'ont jamais renouvelé ça. Parce que pourquoi pas? On peut imaginer qu'une droite, les Républicains, même s'il y a une partie de la droite qui est chez Macron, apportent des nouvelles idées. Ils ne parlent pas d'écologie, ils ne parlent pas les territoires, ils en parlent, mais comme une étiquette et en voulant, mais ils n'apportent pas, ils disent pas ce que les territoires pourraient apporter. Il y a vraiment une espèce d'appauvrissement, j'ai l'impression, dans ce débat. Et tout ce qui ressort, finalement... c'est la fin d'un cycle. Ils sont épuisés. Vous savez, quand vous avez été au pouvoir pendant 15-20 ans, vous avez 3 procès d'anciens dirigeants, il va y avoir le procès Fillon. Ils sont épuisés. Oui, mais c'est triste de terminer par ça, parce que, comme on disait, il y a quand même ces idées de gaullisme dont se réclame Julien Aubert. Mais où elles sont, ces idées de gaullisme? Comment elles se traduisent? Rien. Mis à part dire je suis gaulliste, on n'a plus du tout la traduction de ce qu'on imaginait. Bon, il faut peut-être changer de vocabulaire parce que être gaulliste à l'heure actuelle, ça ne veut plus rien dire pour certaines générations. Mais toutes les valeurs qui étaient portées par le gaullisme, on n'en entend absolument pas parler. Et Julien Aubert, la seule chose qu'il dit, c'est je suis gaulliste, je suis de ces valeurs-là, mais il n'explique pas, il concrétise pas et il ne donne pas un programme lié à ça. Il n'y a pas du tout de concrétisation. Et c'est dommage, c'est une perte, je pense. C'est la question des territoires. Le souci, c'est qu'ils ont un peu du temps de Laurent Wauquiez. Ils ont joué une partition qui était quand même extrêmement dangereuse et qui a d'ailleurs été très critiquée en interne. C'est-à-dire que du temps de Laurent Wauquiez, c'était en fait on va jouer en gros les métropoles contre les territoires, contre la périphérie. Enfin, il s'est calqué un peu quasiment sur le discours du Rassemblement national et ce qui en fait a été en désaccord. La périphérie contre les métropoles, non? Oui, c'est ça, contre les métropoles. Il a joué Allez, on va aller au siège du Parti Les Républicains. Vous le voyez, le président de la Haute Autorité des Républicains qui va annoncer les résultats. On l'écoute. Voilà, Henri de Beauregard, président de la Haute Autorité des Républicains. Il va annoncer les résultats entre Christian Jacob, Guillaume Larrivé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir. Comme prévu, nous allons vous faire l'annonce des résultats de l'élection à la présidence du mouvement Les Républicains. La proclamation n'interviendra qu'après examen des contestations éventuelles qui pourra arriver dans un délai de 24 heures. Il y aura donc une décision définitive qui sera rendue mercredi. Les inscrits étaient au nombre de 131 514. Il y a eu 62 401 votants, ce qui fait une participation de 47%. 545 votants ont choisi de mettre un bulletin blanc. Les suffrages exprimés sont donc au nombre de 61 856. La majorité absolue
est fixé à 30 929. Les résultats dans l'ordre alphabétique sont les suivants. Monsieur Julien Aubert, 13 162 voix, soit 21,28%. Monsieur Christian Jacob, 38 712 voix, soit 62,58%. Monsieur Guillaume Larrivé, 9 982 voix, soit 16,14%. Sous réserve des éventuelles réclamations sous 24 heures, monsieur Christian Jacob sera donc proclamé élu. Le vote qui intervenait simultanément sur la charte des principes fondamentaux des Républicains a vu s'exprimer 151 000 inscrits de la même manière. Les résultats seront communiqués avec un communiqué portant sur les élections. Je vous remercie. Henri. Voilà donc pour les résultats. Christian Jacob qui arrive donc en tête, suivi de Julien Aubert et de Guillaume Larrivé. Pas tellement de surprise. Non, la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Les instituts douaniers métriques pensaient que Jacob ferait à peu près 60% parce que c'était le rapport de force qui semblait se dégager comme ça des différentes batailles antérieures. Donc, on est dans un vote, je dirais, de la continuité absolue, c'est-à-dire de la réassurance, et qui laisse ouvertes toutes les questions qu'évoquait tout à l'heure Renaud, c'est-à-dire aujourd'hui on voit bien que c'est un parti en effet qui est un peu réduit au municipalisme, c'est-à-dire ce qui peut être une force d'ailleurs. C'est grâce à ça que la SFIO de Guy Mollet a traversé le désert pendant 10 ans et a préparé la reconstruction du Parti socialiste autour de Mitterrand. C'est une base. Et deuxièmement, le rendez-vous pour eux, c'est évidemment 2022. D'une certaine façon, cette élection entre trois personnalités, sans leur faire injure, qui ne sont pas présidentiables en tout cas, ça veut dire tout simplement que les présidentiables, eux, avaient choisi de ne pas y aller dans cette bataille de chiffonnier parce qu'ils pensaient qu'il y avait des coups à prendre et qu'ils ont intérêt, eux, à courir dans leur ligne. Que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand, en réalité, où il y avait trois présidentiables sur la ligne de départ. Il y en a un, Wauquiez, qui est probablement fait aux pattes, et il en reste deux, mais qui veulent surtout pas se mouiller dans Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Qui veulent surtout pas se mouiller dans la cuisine politicienne. Donc la bataille du leadership, elle est devant nous en fait. Une réaction, Pascal moi je pense qu'effectivement c'est un parti quand même qui est assez plutôt malade entre guillemets, donc qui a choisi un profil très rond, très dans le consensus, qui en plus a priori n'est pas trop l'homme d'un clan, même si bon il est quand même son tropisme est plutôt chiracien, mais et on le sait au niveau du groupe, de son travail en termes de président de groupe à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui arrive quand même globalement où il est depuis 2010, donc ça fait quand même un moment, donc il arrive à ménager à peu près toutes les susceptibilités. Donc je pense que c'est ça ce que les militants finalement ont préféré, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le coup d'éclat, mais qui va essayer de maintenir toutes les sensibilités. Ça manque un peu de prise de risque, ça c'est sûr. Et en même temps, est-ce que c'est la bonne stratégie ? On le dit, il est très rassembleur, mais ce côté droite un peu plus centriste, il est déjà pris ce créneau-là par Emmanuel Macron, Renaud. Oui, et c'est pour ça qu'effectivement, Christian Jacob devient président des Républicains. Sans l'avoir vraiment voulu. Alors, il l'a voulu ces derniers mois, parce qu'effectivement, c'est un peu le dernier chef qui reste. Vous savez, chez Chirac, on disait, un chef, c'est fait pour cheffer. Christian Jacob, il sait cheffer. Alors, avec son côté, avec sa faconde, avec son côté bonhomme, avec son côté... Il est très apprécié des députés, notamment. Il se dit d'ailleurs qu'il va rester président de groupe des Républicains à l'Assemblée. Donc, il cumulerait, ce qu'il fait très anciennement, il cumulerait la présidence du Parti des Républicains et la présidence du groupe parlementaire. Il y avait eu on verra si c'est le cas, mais il y a eu des velléités de députés qui disent, en tout cas, si Christian Jacob devient patron du parti, il ne peut pas rester président de groupe. C'est pas très moderne. Moi, je vais me présenter. Bon, aux dernières nouvelles, tout le monde s'est finalement désisté parce qu'on ne va pas contre Christian Jacob. Voilà, Christian Jacob, c'est l'un des derniers chefs avec Gérard Larcher. Donc, il est là un peu pour... on verra si c'est le syndicat de faillite, mais il est là un peu pour présider un peu ce petit parti, encore une fois. Et cogner. Oui, cogner, ça va être... C'est un cogneur. Cogneur, opposition frontale, bien sûr. Et, encore une fois, l'enjeu majeur, les municipales.
C'est vraiment... Et Christian Jacob, vous savez... Et voilà, beaucoup vont dire, bon, c'est pas le renouveau, franchement, rien de nouveau, neuf sous le soleil. Mais il a 30 ou 40 ans de vie politique derrière lui, il connaît la musique, et donc il va mettre un pas après l'autre, et il va essayer effectivement de sauver les municipales. Émilie. Ce qu'on voit dans ce résultat, c'est que je pense qu'il n'y a pas cette velléité justement de sursaut de la jeunesse LR, on va dire, des Républicains à changer les choses, parce qu'en effet, c'est un choix très conservateur, très neutre, qui va pas du tout de l'avant dans l'avenir. Et donc on le voit avec ces proportions de vote qu'il n'y a pas du tout cette volonté, parce qu'il y a une participation quand même assez importante. Plus importante d'ailleurs qu'en 2017, qu'elle était de 42%, on est passé à 47%. Voilà, donc on aurait pu imaginer que c'était pour une vague, pour changer un peu les choses, et pas du tout, c'est pour rester dans la même lignée. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer en restant dans la même lignée avec les Républicains qui sont si mal en point pour l'instant? Et après, sur les personnes présidentielles, moi je pense qu'il y a urgence, en effet, parce qu'il y a les municipales, mais il y a déjà tout le monde qui est positionné pour 2022, Macron en premier et Marine Le Pen. Il y a urgence de trouver quelqu'un. Et en l'occurrence, Claude Veil, ce que vous citez, pour l'instant, Xavier Bertrand, il est plus républicain, Valérie Pécresse non plus. Et Laurent Wauquiez a montré qu'il n'avait pas forcément le charisme qui permettait d'avoir la population. Alors, Gérard Larcher avait dit la semaine dernière que peut-être il était prêt à se dévouer avant de se rétracter un petit peu. Il faut quand même voir les choses, que Gérard Larcher, même si c'est un homme politique très bien ou quoi, il a quand même beaucoup d'années derrière lui, ce qui est bien en termes d'expérience, mais ce qui n'est pas forcément bien à un moment où on a Emmanuel Macron 40 ans, Marion Maréchal qui fait un petit peu ses armes derrière, qui a même pas 30 ans. Je pense que... Non, mais je pense que dans l'échiquier comme ça, d'une population d'hommes et de femmes politiques qui ont un nouveau look, qui sont de plus en plus jeunes, je ne sais pas comment on pourrait imaginer que Gérard Larcher puisse prendre le flambeau. Allez, Roger Carucci, je vous coupe un instant, Claude, parce que Roger Carucci nous attend, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup d'être avec nous. Première réaction sur le nouveau patron des Républicains, votre nouveau patron, Christian Jacob. Écoutez, comme je le soutenais depuis le début, moi ça me va très bien. Ce qui est important, c'est d'avoir fait en sorte qu'il y ait quand même beaucoup de votants pour un vote qui, soi-disant, n'intéressait personne. Et puis que Christian Jacob soit élu dès le premier tour avec plus de 62%. Ça lui donne la capacité, la force de faire maintenant le rassemblement qu'il s'est engagé à faire par la réconciliation de l'ensemble de la famille. Le problème, il est simple. Voulons-nous, oui ou non, encore jouer dans la cour des grands? Voulons-nous, oui ou non, essayer de faire en sorte d'être au deuxième tour des présidentielles de 2022? Si oui, il faut rassembler, il faut arrêter l'hémorragie des adhérents, l'hémorragie des élus, il faut faire en sorte qu'il y en ait qui reviennent, et à partir de là, rebâtir la grande famille politique que Chirac ou Sarkozy souhaitaient du temps de l'UMP. Donc c'est bien que Jacob soit élu dès le premier tour, et c'est bien qu'il y ait eu beaucoup de militants qui aient voté. Et cette droite rassembleuse, ce créneau-là, il n'est pas déjà pris par Emmanuel Macron? J'ai plus rien. Ah, on a visiblement un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Roger Carucci, cette droite rassembleuse, ce créneau de centre droit, est-ce qu'il n'est pas déjà pris? Je ne sais pas si Roger Carucci m'entend, j'ai pas l'impression. Bon, on essaiera de le retrouver. Peut-être qu'il n'a pas envie de répondre, c'est ça, mes questions pièges. Non, je crois que ce qui peut rassurer les militants, c'est qu'en réalité, on va avoir évidemment, Didier Jacob n'est pas un... Christian Jacob. Il y a tellement j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Jacob. N'est évidemment pas un reconstructeur. Il ne s'est jamais singularisé dans l'histoire du parti néo-gaulliste par l'originalité de ses vues, ses grandes visions idéologiques ou stratégiques. C'est un militant, voilà. Et il a toujours été un militant, discipliné, etc. Mais c'est un cogneur. C'est-à-dire que Mitterrand disait un opposant c'est fait pour s'opposer. Ils vont s'opposer surtout systématiquement et ils ne vont céder aucun point à Emmanuel Macron. Et c'est probablement ça aussi qu'attendent les militants. C'est un parti arc-bouté sur la combativité. Alors après, mais quelle combativité? Parce voilà. que c'est un peu ce que... On voit bien les incohérences. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Raffarin quand il disait qu'on se réduit finalement à commenter l'actualité. Parce que quand on prend par exemple à l'Assemblée nationale, effectivement, ils ont cogné sur la question d'ADP et la privatisation d'ADP. C'était quand même complètement incohérent par rapport au logiciel classique de la droite. Donc, et Christian Jacob, là-dessus, n'a pas su créer de la cohérence. Mais ils n'ont plus de logiciel. Bah oui, Aujourd'hui, c'est tabula rasa. La droite française doit tout reconstruire. Elle doit repartir
à zéro. Et ce qui est compliqué, c'est qu'elle doit repartir à zéro, alors qu'une partie de ce qui fondait la droite française est au pouvoir, encore une fois. Le centre droit a ses idées globalement représentées au pouvoir. Le centre droit, c'est quoi? C'est un certain libéralisme économique tempéré, c'est l'Europe. C'est la décentralisation, c'est une forme de modération. Bon, ça, ce sont des valeurs qu'incarne le macronisme, donc qui incarne aussi le progressisme, même si aujourd'hui, beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté Macron se sentent un petit peu floués. À mi-mandat pour rester gentil. Donc du coup, on se retrouve avec une droite qui est totalement écartelée et encore une fois, au risque de me répéter, d'ailleurs, la seule personnalité crédible à droite pour 2022, c'est Xavier Bertrand, et elle est plus membre de LR. Regardez aujourd'hui de quoi on parle, de l'interview de Xavier Bertrand dans le JDD, c'est lui qui est le rival d'Emmanuel Macron. C'est lui le rival de Macron. Si Macron échouait, c'est Bertrand qui se présentera. Si Macron échouait, s'il réussit, il aurait peu d'espace. Sinon, il n'y a personne. Autre interview aujourd'hui, celle de Jean-Pierre Raffarin, dans le grand jury, qui le dit, la droite ne propose plus rien. La droite ne propose plus, la droite ne rassemble plus, la droite ne parle plus aux Français, elle parle simplement à sa clientèle électorale de la droite dure. Voilà, bon, Raffarin et Jean-François Copé qui, début octobre, disait la chose suivante. La maison est complètement cassée de l'intérieur. Après le désastre de la présidentielle et les 2 années d'errance lamentable, il y a tout à refaire de fond en comble. Et François Fillon a également pris la parole. La droite française s'est suicidée avec ses divisions. Il y a depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, individuelles, d'égo et pas beaucoup de débats idéologiques. Vous dites que c'est gonflé de la part de François Fillon, oui. Franchement, François Fillon qui revient, qui a été ancien Premier ministre, qui dit que la droite française s'est suicidée. Bon, il a un peu contribué quand même, légèrement participé au suicide. Un peu d'autocritique ne nuit pas dans la vie. Un peu d'autocritique ne nuit pas. D'autre part, dire que les gilets jaunes, c'était pas grand-chose. Je pense que les centaines de policiers ou de manifestants qui ont été blessés, voilà, ils apprécient. Non, franchement, j'ai trouvé que l'interview, alors elle était peut-être sur le ton de la bonne humeur, mais l'interview de Fillon à un média suisse était assez curieuse. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont 3 problèmes, et d'ailleurs, Carucci en a parlé, c'est le rassembler. Rassembler, oui, mais alors quand on fait des grands écarts comme ils ont fait, et là, la représentation des 3 candidats le montre, avec des idéologies quand même qui sont très, très éloignées, et on a bien vu les tentations de Laurent Wauquiez d'aller très, très à droite, qui n'ont pas vraiment fonctionné non plus, donc ça va être compliqué de rassembler. Ça va être on est à 1/3, mais c'est intéressant quand même le rapport de force. Si on ajoute l'arrivée Julien Aubert, qui ont des positions quand même très à droite, on a 1/3. Oui, donc on voit que la base militante qui a voté n'a pas été quand même, contrairement à ce qu'on pouvait le dire, elle reste conservatrice, elle veut sauver les meubles, elle n'a pas été aspirée par une sorte de conversion à un programme proche du RN. Mais les 60%, moi c'était le deuxième point que je voulais dire, c'est la différenciation. Quel va être leur moyen de se différencier, soit par rapport au Rassemblement national, soit, comme vous disiez, Pascal, sur les aspects privatisation d'ADP, non, on n'y va pas, et là, hop, on se retrouve avec la France insoumise. Et dernière question, on en a parlé beaucoup, c'est l'incarnation, et je pense que ça, c'est un des... Moi, je suis en communication, et c'est un des premiers points, et malheureusement, parce qu'on peut se dire que du coup, on oublie un peu le fond, mais c'est quelque chose de primordial dans les élections. D'autant plus qu'il y a déjà, et on vous entendra juste après Pascal, mais il y a déjà une incarnation, c'est Emmanuel Macron. Je voulais qu'on réécoute cette interview de Jean-Pierre Raffarin, c'était il y a quelques semaine. Jean-Pierre Raffarin absolument dithyrambique sur Emmanuel Macron. Regardez. Macron, très franchement, c'est un personnage un peu exceptionnel. Il n'y a pas sur le marché politique beaucoup de gens qui peuvent lui faire concurrence aujourd'hui en France. Oui, je pense qu'il a, si vous voulez, le sens de la stratégie d'un Mitterrand. Il a l'ardeur réformatrice d'un Giscard. Il a l'énergie, la rapidité d'un Sarkozy. Je crois qu'on a intérêt à travailler avec lui. L'incarnation, elle est déjà là. C'est Emmanuel Macron, finalement, pour une partie de la droite. C'est vrai qu'on a vu arriver ce personnage, Emmanuel Macron, en un temps record. En 2 ans, il a quand même réussi un coup de force. C'est quelqu'un de jeune, d'intelligent, qui réagit quand même, qui a beaucoup de grâce dans ce qu'il fait. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Enfin, je pense qu'en face, on peut avoir sur le fond... Non, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on en oublie le fond. Alors, je disais que c'est l'incarnation qui est nécessaire, mais là, on en vient à se battre sur des idées qui sont plus d'extrême, parce que Emmanuel Macron
est allé là-dessus et on le suit parce que justement il est bien, on le suit. Et je trouve que ça appauvrit énormément le discours. Donc là, Raffarin, c'est presque caricatural là, cette façon de faire. Son interview d'aujourd'hui qui annonce que évidemment il sort des Républicains et quittera les Républicains, c'est assez logique. Mais il ne faut pas se faire non plus. Alors là, je fais l'avocat du diable pour ma partie communication, mais il ne faut pas se faire avoir non plus que sur une image forcément idyllique de personnage qui réagit bien. Pendant que vous parlez, Émilie, on voit Christian Jacob, le grand vainqueur de cette élection, avec donc 62% des voix. Christian Jacob qui arrive. Christian Jacob qui devrait prendre la parole dans quelques instants. On le disait, pas de grande surprise. Christian Jacob, le grand favori de cette élection et qui est donc le prochain. C'est une personnalité qui est appréciée. Des Républicains. Oui. C'est une personnalité qui est appréciée un peu par tout le monde. Donc je dirais ça a été aussi, je pense, son atout dans cette élection. C'est qu'il y en a qui ont voulu jouer la carte de la jeunesse, du renouvellement sur une droitisation. Christian Jacob, il a joué la carte Christian Jacob. Et regardez Christian Jacob qui prend place sur le pupitre et on va l'écouter, le nouveau président du parti Les Républicains. Tout sourire, Christian Jacob. Oui, c'est bon. On va considérer que c'est bon pour les photos. Voilà. Merci. Allez. Attendez. Regarde un coup à gauche. Allez, voilà. Droite. À gauche, à droite, au milieu, au centre. C'est bon. C'est voilà, bon. on l'écoute. Le président du parti Les Républicains. Tout le monde est installé? Eh bien, c'est parfait. Bien, les militants des Républicains se sont exprimés en grand nombre et dans la clarté dans le cadre d'une campagne où le sens des responsabilités et de l'unité se sont manifestés. Je voudrais à cette occasion remercier très chaleureusement Jean Leonetti qui a su exercer l'intérim avec un sens aigu de l'intérêt de notre famille politique. Un grand merci, Jean. Merci pour nous. Dire également à Laurent Wauquiez toute notre amitié et toute notre reconnaissance pour avoir pris une des décisions les plus difficiles qu'il ait à prendre dans la vie politique. Il l'a fait avec beaucoup de hauteur. Il a assumé un échec collectif seul. Et ça mérite d'être souligné. L'intérêt général est passé au-dessus de tout. Je veux également féliciter Julien Aubert et Guillaume Larrivé, qui ont mené une belle campagne et qui auront évidemment toute leur place dans l'équipe dirigeante que je vais constituer. Nous ne sommes pas une famille politique comme les autres. Nous devons faire vivre notre héritage politique. Nous avons fondé, notre famille politique a fondé autour du général de Gaulle les institutions de la Ve République. Et vous comprendrez que ce soir, j'ai d'abord une pensée émue pour Jacques Chirac, qui a fondé le RPR, puis l'UMP, et qui nous a tant inspirés. Je pense également à Nicolas Sarkozy, qui a fondé les Républicains et qui occupe une place si forte et si singulière dans le cœur des militants et dans celui des Français. Ils ont tous deux incarné le rassemblement et la capacité à parler de tous les sujets à tous les Français. Les Républicains ne reprendront leur place de grands partis de droite, populaires et ouverts, et incarneront l'alternance que s'ils renouent avec la promesse du rassemblement. C'est l'objectif que je me suis fixé tout au long de cette campagne et j'ai pu mesurer combien il était attendu par nos militants et par les Français. Chacun sait la difficulté de remettre sur les rails notre mouvement qui, depuis 7 ans, a vécu tant de périodes critiques. Nous n'y parviendrons que si tous acceptent clairement de mettre leurs ambitions personnelles et leurs égos de côté pour se consacrer exclusivement à la préparation de notre projet d'alternance au macronisme. Et cela autour de quelques valeurs fortes. Restaurer d'abord l'autorité de l'État et la force de la loi républicaine. Lutter contre une forme de délitement de la cohésion nationale et le poison du communautarisme et de l'immigration incontrôlée. Combattre la paupérisation des classes moyennes et des retraités. Cela nécessitera de vraies et de profondes réformes, tant économiques, sociales que fiscales. Affirmer la valeur travail et la liberté d'entreprendre,
en posant les 3 débats qui s'imposent à notre société. Celui du temps de travail, celui du coût du travail et celui de la rémunération du travail par rapport au revenu de d'assistanat. Défendre la famille et notre politique familiale qui ont été si malmenées sous les quinquennats de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Et porter une politique de solidarité fidèle à notre héritage, notamment sur le handicap, la santé et la délinquance. Promouvoir une vraie politique d'aménagement qui respecte et valorise nos territoires parce que nous considérons que dans la République, il n'y a pas de Français de seconde zone. Prendre en compte les espoirs et les attentes de notre jeunesse en prenant à bras-le-corps les sujets d'éducation, de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Nous devons enfin avoir sur les sujets de société qui touchent à l'écologie, à l'agriculture, à l'alimentation, à la santé, au cadre de vie, la capacité de porter des idées nouvelles. Notre famille politique y est prête, j'en suis convaincu. Notre premier grand rendez-vous sera celui des élections municipales. J'y mettrai toute mon énergie, tout mon engagement pour démontrer que la crédibilité de l'action sur les territoires, c'est nous, c'est les Républicains. Ce sera un moment de vérité entre le macronisme et le lepénisme d'un côté et nous de l'autre. Cette campagne se fera dans la clarté et sans compromission en étant fiers de nos valeurs. C'est pour préparer cette échéance et dans un esprit de rassemblement que je proposerai très rapidement une équipe dirigeante renouvelée qui fera une place significative aux élus des territoires. Une équipe aussi qui, par la création des forums professionnels dans tous les secteurs d'activité, s'ouvrira à la société civile et au monde associatif. Je proposerai enfin au bureau politique qui sera renouvelé après les élections municipales, un conseil national qui se tiendra avant la fin de l'année pour que celui-ci se transforme en véritable parlement de notre famille politique et pour remettre les militants au cœur de l'action de notre mouvement. Je voudrais enfin exprimer toute ma reconnaissance à nos militants qui se sont mobilisés en grand nombre avec une participation encore plus importante qu'en 2017 et leur dire encore une fois toute ma gratitude et toute notre gratitude. Je suis à un moment de ma vie et de mon engagement en politique où j'ai beaucoup reçu, énormément reçu de ma famille politique. J'ai eu de formidables rencontres, celle de Jacques Chirac, celle de Nicolas Sarkozy. Et je veux consacrer les 2 ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle pour redonner une partie de ce que j'ai reçu à ma famille politique et en tout cas le faire avec toute la conviction et l'engagement qui est le mien. Merci de votre attention. Bon. Voilà donc pour ce discours du tout nouveau patron des Républicains, Christian Jacob, élu avec 62% des voix. On le sent déjà, on se projette sur les municipales. C'est vraiment la prochaine échéance et c'est ça qu'ils ont tous en tête. C'est les municipales qui peut-être pourra permettre de redresser un petit peu la barre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même un certain nombre d'élus locaux qui vont se présenter aux municipales et que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour eux, ça sera une base. C'est une base pour préparer à la suite et qui est incontournable, bien évidemment. Et d'ailleurs, on le voit dans son discours, il veut intégrer des élus de territoire, même dans sa feuille de route qui s'est fixée. Il parle aussi beaucoup de la question de l'aménagement des territoires, des classes moyennes. Enfin voilà, on sent que c'est effectivement un objectif très, très prononcé chez lui et qui en plus... j'ai envie de dire, correspond assez bien à son profil, finalement, d'élu, de député depuis quand même un certain temps, avec son sens du terroir, c'est quand même un ancien ministre de l'Agriculture. Donc, voilà, ça correspond assez bien, finalement, à son profil. C'est pas c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise de ces sujets-là. Émilie. Moi, je trouve qu'à ce moment-là d'une élection, bon, il est joyeux, il est content d'avoir gagné, mais il n'y a pas d'élan, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est très raisonnable. Il n'y a absolument pas de nouveauté, hein, malgré ce qu'il dit. C'est des choses qui existent déjà. Parce qu'il est lucide, Christian Jacob. Oui, mais justement... Il est lucide. Oui, mais j'allais dire, c'est comme un aveu de non-renouvellement qui est fait là. Et c'est
et dans la rhétorique, c'est quand même assez particulier la façon dont il définit les Républicains. C'est coincé entre le macronisme et le lepénisme. Et nous, encore on est une fois, de il est l'autre lucide. côté. Oui. C'est très particulier quand même de se définir comme ça, parce que pour moi, c'est comme un enfermement. C'est-à-dire que c'est pas du tout une vision d'ambition. Tout à l'heure, vous disiez qu'ils sont combatifs, mais peut-être combattre, pas contre, mais pour quelque chose. Où elle est la France là-dedans? Où elle est l'ambition? Parce qu'il y a quand même ça, même pour les municipales, même peut-être même plus pour les municipales, parce que c'est pour les villes, les villages. Il n'y a pas cette ambition pour la France. Il y a, je vais lutter contre Macron, c'est d'ailleurs la première chose qu'il dit, un projet alternatif contre le macronisme, contre Macron. C'est pas un projet, hein. Pour moi, c'est pas un projet d'être contre un projet. Ça ne se définit, c'est pas comme ça qu'on se définit. Et je pense que c'est triste de voir que les Républicains s'auto-destinent à ça, parce que là, ils l'acceptent, ils l'affirment, ils l'acceptent complètement. Ils y sont soumis à cette idée-là, et ils n'ouvrent pas d'autres voies, même dans la rhétorique, en disant peut-être qu'on peut avoir une ambition pour la France, on a beaucoup d'élus, on va lutter, aménagement du territoire, mais ils ont un boulevard pour donner des ailes, pour donner des ambitions, mais pas du tout. Travail, ils nous parlent de durée de travail, de choses... d'immigration aussi. D'immigration, beaucoup. Les premières choses qu'il a dit, c'est en effet l'immigration. Donc ça se résume à quoi? Une peau de chagrin de thématiques. Sur le plan idéologique, c'est un cogneur, je suis d'accord avec Claude Veil, c'est un cogneur Christian Jacob, mais c'est un Chiracien, c'est avant tout un Chiracien. Il a rendu hommage en premier à Jacques Chirac. 2 fois même. Et sur le plan des idées, qu'est-ce qui est vraiment au fond des choses? Qu'est-ce qui différencie vraiment Christian Jacob d'une politique menée par Emmanuel Macron, Édouard Philippe? Christian Jacob, je parle. Il cogne à l'Assemblée parce que c'est sa culture. Mais au fond des choses, il n'est pas pour la remise en cause du droit du sol. Il n'est pas pour la suppression de l'AME. Il est pour une certaine liberté des entreprises, mais il est gaulliste social. Il a dit, sur donc le travail, ce n'est pas là l'arrivée à la tête des Républicains d'un nouveau jeune président des Républicains qui pourrait amorcer une refonte idéologique de la droite. Voilà. C'est Un tout dernier sauf mot une là-dessus, refonte Pascal, parce que je voudrais qu'on avance. Juste moi, quand même, je pense qu'il faut regarder. C'est assez intéressant parce que sur les images que vous montrez là, vous montrez souvent Christian Jacob avec François-Xavier Bellamy. Je trouve ça assez intéressant parce que je pense qu'il faut regarder en fait la jeune génération et c'est par là que vont arriver forcément les nouvelles idées, les nouveaux projets, etc. Et je vois en ce moment ce que fait François-Xavier Bellamy au Parlement européen, qui joue beaucoup la carte de la sincérité. Et je pense que après, on l'a vu ce qu'il a pu faire au niveau des élections européennes, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut voir ce que ça peut donner à l'avenir. Et franchement, c'est assez intéressant ce qui se passe là-bas. Voilà, Christian Jacob élu donc avec 62% des voix, le nouveau patron des Républicains. Ce qui fait parler aussi, c'est cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a été vue près de 3 millions de fois. On y voit Julien Audoul, le membre du Rassemblement national, prendre à partie une femme voilée. C'était lors du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cette femme accompagnait une classe de CM2 qui avait pris place aux abords de l'hémicycle. Et Julien Audoul lui demande de retirer son voile. Il a posté lui-même la vidéo sur Twitter. On la regarde. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. La vidéo qui fait polémique, elle vous choque, cette vidéo? Oui, elle a choqué beaucoup de gens. Elle a même réussi à choquer Bardella, Jordan Bardella, on va l'écouter. Et Nicolas Bay, qui sont les premiers dirigeants du Front National qui se sont exprimés très gênés par la forme. Parce que, évidemment, cette apostrophe d'un élu à l'égard d'une dame comme ça dans la foule avait quelque chose de violent et d'agressif, dans lequel même les plus mobilisés dans la bataille contre le voile, qui est supposé être l'étendard de l'islamisme contre la République, même les plus mobilisés, quand ça descend sur un cas individuel, sont affreusement mal à l'aise. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, évidemment, la méthode est détestable, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, au fond, c'est le tour de passe-passe qui c'est très intéressant, puisqu'il intervient au nom de quoi? De la laïcité.
Et en effet, ça pose la question autour de laquelle la société française ne cesse de tourner, qui sont les différentes définitions de la laïcité qui divisent profondément, qui clivent, qui créent à l'intérieur même du camp laïque des haines extrêmement violentes entre les tenants dites de la laïcité d'accommodement et de la laïcité pure et dure, genre modèle Manuel Valls, Elisabeth Badinter et compagnie. Les premiers qui ont réagi, c'est assez intéressant, ce sont justement les laïcs les plus durs. Par exemple, le Printemps républicain, qui ont été les premiers à réagir pour contrer le discours de Julien Audoul. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient bien obligés de voir, à leur effroi, que les arguments qu'il employait sortaient directement de leur vocabulaire à eux. Ce sont leurs arguments à eux, au nom de la laïcité et de l'universalisme, de l'égalité homme-femme, qui étaient confisqués par l'extrême droite dans un discours qui est un discours de récupération identitaire. Julien Audoul qui invoque... Et donc, il faudra un jour que la France soit au clair sur ce qu'est la laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est le respect des libertés individuelles et de la neutralité de l'État et des croyances des autres, ou est-ce que c'est une machine de guerre contre une minorité désignée comme mauvais français et mise au banc de la République? C'est ça le débat de fond, et que Audoul, avec une grande maladresse, a réussi à poser de manière telle que même ceux qui seraient sur sa ligne en étaient gênés. Mais voilà, justement, et vous les évoquez, Jordan Bardella et Nicolas Beck, qui sont effectivement très gênés, qui parlent d'une maladresse, d'une mauvaise méthode. On va les écouter et on vous écoute juste après, Pascal. Je pense qu'il y a le fond et qu'il y a la forme. Sur la forme, je ne partage pas la méthode. Je pense qu'on peut évidemment traiter d'un problème majeur, qui est celui du communautarisme, qui est celui du voile, qui, je pense, est une préoccupation importante de nos compatriotes, sans pour autant tomber dans la prise à partie directe de gens qui viennent ici assister au conseil régional, et pour laquelle, vous avez raison de le rappeler, aujourd'hui, les textes de loi ne prévoient pas que le voile soit interdit dans l'espace d'un hémicycle, en tout cas du conseil régional. C'est une faute. C'est inutile. Est-ce que c'est une faute? Je ne sais pas si c'est une faute. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. C'est une maladresse qui a été commise et je la connais très volontiers. Maintenant, attaquons-nous enfin au vrai problème, c'est-à-dire l'immigration qui a généré le communautarisme qui a abouti à l'islamisme et au terrorisme sur notre sol. Voilà, et Julien Audoul qui invoque la loi. On va quand même rappeler la loi du 11 octobre 2010. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage, ce qui n'était donc pas le cas de cette femme oui, alors, parce que, dans la vidéo. Il faut quand même un peu rappeler le contexte de ce qui s'est passé. C'est que cette femme, elle est présente parce qu'elle accompagne en fait son fils, qui en fait partie d'une association. C'est une association qui emmène des enfants ils visitaient l'Assemblée nationale. Là, ils assistaient pour voir le fonctionnement d'une assemblée. Donc, ce qui est donc quelque part complètement paradoxal, parce que finalement, cette maman qui est effectivement voilée accompagne son fils pour justement comprendre les institutions françaises, comprendre le fonctionnement de la République. Donc, quelque part, on est totalement dans un processus d'intégration. Donc, je trouve que c'est en cela que c'est assez choquant. D'autant qu'il faut savoir ce qui s'est passé ensuite après. L'enfant, le petit garçon en question donc de cette maman voilée, était en larmes. On va peut-être voir la photo qui a... Donc là, clairement, on crée de l'humiliation. On crée vraiment quelque chose qui peut se gérer. Il peut y avoir entre guillemets un retour de bâton. Enfin, c'est quand même, je trouve ça inacceptable. Et dernier élément qui pour moi est très important, c'est que vous l'avez dit à l'antenne, d'un point de vue juridique, il n'était pas question que, cette femme pouvait tout à fait venir au sein de l'hémicycle. Ce qui est sûr, c'est que ça renvoie à l'éternel débat aujourd'hui sur le statut de ces fameuses mamans accompagnatrices de sortie d'école. On est plutôt dans ce cadre-là finalement qui est posé par ce qui avait déjà déclenché la polémique avec le débat qui est maintenant sur la table. Exactement. Et donc on a vu Blanquer est intervenu cet après-midi pour s'exprimer sur le sujet. Même dans le cas de son projet de loi, l'école de la confiance, il y avait un amendement des Républicains pour revenir justement sur interdire que des mamans voilées puissent accompagner les sorties d'école. Qui a été adopté au Sénat, mais le gouvernement a été contre. Et le ministre Jean-Michel Blanquer n'était pas tout à fait opposé d'ailleurs. Donc on revient éternellement sur ce sujet-là, et je pense que cette vidéo finalement repose effectivement le débat. Alors même si je pense que c'est au contraire important que des mamans voilées, ça crée des ponts entre le monde extérieur. Enfin, c'est comme les jeunes femmes étudiantes à l'université. Voilà, c'est ce qu'a dit Sibeth Diaye, et ça me paraissait intelligent. Sibeth Diaye qui est allée carrément contre Jean-Michel Blanquer,
qui, sur cette affaire-là, est évidemment beaucoup plus proche du printemps républicain que j'évoquais tout à l'heure, qui est sur une position dure et qui a redit aujourd'hui, d'ailleurs, sur une autre antenne que la vôtre, qu'il fallait que le voile il fallait essayer de combattre le voile, que c'était une mauvaise idée. Moi, je ne sais pas très bien au nom de quoi le ministre de l'Éducation nationale a qualité pour donner des conseils aux parents d'élèves sur la façon de se vêtir. Peu importe. Toujours est-il on pensait ce débat à peu près clos par un avis du Conseil d'État extrêmement clair qui dit que les parents d'élèves accompagnant une sortie scolaire ne sont pas des agents du service public, mais des usagers, et que donc ils ne sont pas tenus par l'obligation de neutralité. Mais en réalité, on voit bien que la bataille qui se joue... On voit ce que dit le ministre. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. Voilà, lui, il considère que ce n'est pas souhaitable. Sibeth Diaye, elle pense au contraire que c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Parce qu'il faut dire les choses clairement, c'est que si on dit les mamans voilées n'ont pas le droit d'y aller, ça veut dire qu'elles n'iront plus. Ça veut dire que les musulmanes pratiquantes seront interdites de sortie scolaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut cliver la société et provoquer ça, c'est-à-dire dans la réaction... Après, Claude Veil, toutes les musulmanes pratiquantes ne portent pas le voile. Bien sûr. Et il y a beaucoup de femmes musulmanes qui luttent contre le voilement. Absolument. Donc ce débat est ouvert. Absolument. Quand Jean-Michel Blanquer dit que pour lui le voile n'est pas bon pour la société, ce débat peut s'ouvrir. Pas évidemment par cette scandaleuse provocation. Il ne faut pas le pourrir comme ça. Il faut poser rationnellement, sereinement. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord en France, quand même, comme dans toutes les démocraties du monde, sur le fait que dans une société de liberté, les gens s'habillent comme ils veulent. Tout simplement. Les gens s'habillent comme ils veulent. Et si ces femmes mettent un voile par contrainte, ça tombe sous le coup de la loi. Il faut le dire, le prouver et poursuivre ceux qui les obligent. Pour certains syndicats, vous savez bien, les associations féministes et notamment des associations de femmes musulmanes luttent en considérant, au nom du rapport d'égalité homme-femme, que pour certaines, pas pour toutes, pour certaines, ce n'est pas un choix et qu'il y a un rapport de domination et c'est pour ça qu'elles se voilent. Les associations féministes militent contre le port du voile, elles sont dans leur rôle et elles ont parfaitement le droit. Dans une société démocratique, on a le droit d'être pour l'autorisation du port du voile ou contre le port du voile par principe et au nom de valeurs universelles et féministes. Ça, je n'en disconviens pas. Mais l'État, lui, n'a pas à dire comment les gens doivent se vêtir dans le cadre. Non, mais un responsable politique peut avoir un avis sur ce sujet. Un ministre peut avoir un avis sur ce sujet. Le ministre de l'Éducation nationale n'aurait déjà pas dû intervenir dans la querelle de la FCPE il y a 15 jours, qui est exactement sur le même sujet. Parce qu'encore une fois, il y a un droit, il y a une position du Conseil d'État qui est parfaitement claire, donc le ministre n'a pas... Elle n'est pas si claire que ça. C'est là où Claude, je mettrai un tout petit bémol, parce que la elle est complexe. Elle est plus complexe que ça, et elle laisse la porte ouverte à des règlements au cas par cas. Oui, absolument, mais c'est très bien. Voilà, en fonction des circonstances locales, si un responsable d'établissement considère, et il doit le démontrer, que ça pose un gros problème de sécurité ou d'ordre public, il peut en effet s'y opposer. Moi, je suis d'accord que c'est deux problèmes différents. C'est de savoir, le voile, est-ce qu'on l'autorise ou pas, et après, cette bataille qu'on peut mener pour des jeunes filles qui seraient obligées de porter le voile et qui ne le souhaiteraient pas. Mais c'est deux parallèles. Et en effet, cette femme, si elle vient au conseil régional faire visiter avec ses enfants, c'est très bien et c'est l'évolution. C'est comme les jeunes femmes qui vont voiler à l'université et qu'on accepte. Au moins, elles vont à l'université et peut-être qu'après, on peut avoir ce travail pour ne plus être voilée. Pour moi, c'est deux problèmes différents. Mais malgré l'épisode qui est très déplorable pour notamment ce pauvre garçon qui a vu sa maman complètement accablée par Julien Audoul, pour moi, c'est bien qu'il y ait ça. Parce qu'on voit à quel point on stigmatise. On n'aurait pas fait ça pour une croix énorme de Jésus portée par quelqu'un ou par une perruque portée par une femme juive qui porte... On stigmatise quand même une population et on voit bien que les uns et les autres ont du mal à défendre cette position. Donc c'est très bien. Je trouve que les extrêmes et les extrémistes sortent du bois avec cette position de Julien Audoul en montrant clairement qu'entre pas accepter le voile et être complètement raciste et stigmatiser une population et une religion, on est dedans. Et d'ailleurs, le lien fait avec le communautarisme et le terrorisme est rapidement fait. Oui, un dernier mot, parce qu'on va accueillir notre invité. Un dernier mot. Dans ce genre d'attitude, c'est que ça crée de l'extrémisme en retour. Pour rebondir sur ce que dit Émilie, d'ailleurs, on voit bien... Soi-disant des populistes qu'on n'appelle plus des racistes ou des extrémistes. Mais bien sûr, mais ce qu'a fait en plus Julien Audoul, on voit bien, quand vous dites là, en l'occurrence, cet élu montre effectivement peut-être son vrai visage, mais on voit bien à quel point c'est une faute politique majeure, mais qui rend
furieuse Marine Le Pen et les dirigeants du Front National qui cherchent à se dédiaboliser depuis des années et sur un buzz comme ça, un geste scandaleux, on voit bien à quel point Bardella est gêné et il a été raboué, mais après il en fait qu'à sa tête, Julien Audoul. Il a fait juste, en plus, sur la vidéo, il a fait un lien sur ce qui s'est passé à la préfecture de Paris. Donc, il y a vraiment, donc là, on a une confusion totale. Allez, ça fait beaucoup parler, ça fait sûrement aussi parler notre invité qui nous attend en coulisses et qu'on va accueillir tout de suite. C'est l'invité du dimanche, vous pouvez entrer. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez pu suivre, j'imagine, un petit peu les débats depuis les coulisses. On parlait de cette vidéo devenue virale. Julien Audoul qui demande à une femme voilée de retirer son voile lors du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle vous choque, vous, cette vidéo ? Moi, je crois qu'elle ne sert pas l'intérêt du parti que représente celui qui l'a mise en ligne. L'humiliation en politique, et même dans la vie, l'humiliation n'est jamais une force. L'humiliation, c'est toujours celui qui a le micro contre celle qui ne l'avait pas, celui qui a un ton au-dessus contre le plus faible. Donc l'humiliation est une arme de faible, et je crois que là, il l'a prouvé, et le retour par rapport à cette vidéo est à la hauteur justement de la stupidité de l'action. Quand il parle de provocation islamiste, il confond tout ? Et oui, je pense que la provocation, ce sont les signes ostentatoires. Les signes ostentatoires, ils sont définis par la loi. Donc là, on n'est pas dans un signe ostentatoire. En plus, cette femme, elle ne venait pas pour se montrer voilée, me semble-t-il, dans l'hémicycle du conseil régional. Elle venait accompagner un groupe. Il aurait peut-être été différent si un groupe de femmes voilées venait justement dans le public pour montrer une forme de provocation. Ça n'était pas le cas. Elle était au contraire, et vous l'avez dit, je crois, sur le plateau tout à l'heure, dans une mission plutôt pédagogique vis-à-vis de la vie politique dans l'hémicycle d'une région. Donc la polémique est totalement caricaturale, finalement. Elle montre que ceux qui sont les plus allants, entre guillemets, à vouloir se battre contre l'islamisme radical, utilisent une mauvaise arme, l'humiliation, se trompent de cible, et le font en détournant complètement le débat politique, puisqu'il n'est pas là, il n'est pas dans ce type d'action. Et sans respecter la loi. Et sans respecter la loi, c'est un con. Et ils ont des parlementaires, s'ils veulent faire évoluer la loi sur le port du voile, ils peuvent le faire dans un autre hémicycle, celui de l'Assemblée nationale. Mais ils le souhaitent, d'ailleurs. Alors, ils souhaitent légiférer. Ça fait quand même beaucoup réagir. Jean-Pierre Raffarin était l'invité du grand jury aujourd'hui, et lui, il le dit, il aurait pu être gêné quand même par la présence d'une femme voilée dans l'hémicycle. On va l'écouter, Jean-Pierre Raffarin. J'aurais pu être gêné parce que je suis très laïque et que je pense que notre représentation électorale doit être une représentation qui permette les opinions religieuses, mais qui fait en sorte qu'on n'a pas de signe ostentatoire vis-à-vis de ces positions religieuses. Donc je pense que j'aurais discuté, j'aurais essayé d'organiser les choses pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien dans l'intérêt de tout le monde. Ce que je crois, c'est que la violence ne conduit nulle part. Elle conduit plutôt même au pire. La réaction aussi de Jean-Michel Blanquer qui dit « La loi ne l'interdit pas, mais le voile n'est pas souhaitable dans notre société ». Mais je crois que c'est la manière dont le sens de pourquoi il est porté dans tel contexte. Il faut recontextualiser. Oui. Une femme qui se promène avec un voile, une femme qui va dans un débat dont on sait que c'est le sujet et qui vient avec le voile pour montrer quelque chose politiquement, bien entendu, mais si on contextualise ce qui s'est passé, il ne me semble pas qu'elle est venue pour provoquer. Voilà. Et donc, on ne va jamais s'en sortir. Voyez. Soit il faut définir la taille du voile, la couleur du voile, etc. Et c'est un débat sans fin. Soit il faut faire preuve d'un petit peu de discernement. Le même voile, la même tenue, dans d'autres contextes, aurait pu certainement être assimilé à une provocation. Le burkini dans les piscines, par exemple ? Le Burkina, effectivement, la situation dans les piscines, elle est plus provocatrice. En groupe, là, c'est du prosélytisme. Elle est plus provocatrice. Et là, il appartient à chaque exécutif régional, il appartient au maire, dans le cadre d'une piscine, de définir, effectivement, compte tenu du contexte, des limites. Mais voilà, ne faisons pas du voile en soi un sujet, parce que autrement on va détourner la laïcité de ce qu'elle est, me semble-t-il, à l'origine, c'est offrir à chaque religion une certaine liberté. On a défini des contextes et des signes ostentatoires, focalisons-nous là-dessus. Le contexte, me semble-t-il, n'était pas de nature à générer une provocation, et c'est pour ça d'ailleurs que le retour de flamme, y compris du propre parti de cet élu, a été celui qu'on a vu depuis quelques heures dans les journaux. Il faut des sanctions contre Julien Audoul. On sait que la présidente du conseil régional envisagerait de porter plainte.
Non, il ne faut pas en rajouter non plus. Vous voyez, je crois qu'à un moment, il faut laisser à ce genre d'événement une certaine limite. Vous voyez, il ne faut pas continuer à tirer la ficelle. Alimenter tout ça. Je voulais qu'on parle aussi de cette charge de Xavier Bertrand dans le JDD ce matin, le président de la région Hauts-de-France, très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur la question de la lutte contre l'islam radical. Il nous a fait perdre 2 ans, dit-il. Jusqu'à cette semaine, le chef de l'État ne mesurait pas à quel point la situation est grave et que les intégristes ont une stratégie claire, provoquer une guerre des civilisations. Mais on est en guerre, dit-il, Monsieur le Président, alors il faut changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'a pas assez mesuré la gravité de la situation, Emmanuel Macron? Écoutez, c'est toujours facile à dire. En revanche, les faits montrent effectivement qu'on n'en a pas fini avec la radicalisation. Et on n'en a pas fini d'un bout à l'autre. Et ce qui se passe en Syrie depuis quelques heures peut accroître le problème de la radicalisation, directement et indirectement. Directement par le truchement de djihadistes qui peuvent être libérés ou s'échapper, et puis indirectement par le fait qu'on recrée de la tension en amont du dispositif. Et puis très en aval avec ce qui s'est passé à la préfecture de police, où on voit bien que la radicalisation dans le traitement quotidien, dans le renseignement, dans l'activité de police, on a du mal également à assurer son traitement et à sortir de cette situation. Donc, voilà, l'ampleur du problème doit être prise. On avait un peu allégé les dispositifs Vigipirate. On s'était dit, finalement, le sujet est peut-être passé. Il n'est pas passé du tout. Il est encore très nourri en amont. Il est encore très critique en aval. Et je crois que le président de la République doit rassurer les Français. Et peut-être que le signal de Xavier Bertrand va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire de montrer aux Français, par des prises de parole, qu'il a pris toute la mesure du dispositif dans sa dimension géopolitique et dans la dimension policière. Et attendez, je voulais juste... Et dans les actes, mais la préfecture de police montre justement que les actes ne sont pas forcément au rendez-vous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec... Enfin, il y a eu un loupé majeur à la préfecture de police. Il y a des policiers qui ont fait une erreur de diagnostic tragique et dont on a vu les conséquences et qui se sont traduites par la mort de 4 innocents. Est-ce que ça veut dire que la France a baissé les bras devant l'islamisme? Mais c'est fou de prétendre une chose pareille. Je ne sais pas à vous que je réponds. C'est fou de prétendre une chose pareille. Je vous rappelle que depuis 20 ans, on fait à peu près une loi par an contre le terrorisme, que l'essentiel des services de renseignement et de police sont mobilisés dans la lutte contre l'islamisme. C'est la priorité absolue de toutes les forces de sécurité et de renseignement en France, c'est la lutte contre l'islamisme, que l'armée française est engagée dans plusieurs fronts dans le monde dans la lutte contre le djihadisme et qu'il n'y a jamais eu de la part des autorités publiques la moindre complaisance, je ne parle pas du gouvernement Macron, je parle de tous les gouvernements depuis 20 ans, la moindre complaisance à l'égard du djihadisme. Donc on ne peut pas inférer d'un événement tragique, c'est-à-dire un loupé. Claude Veil, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire, je suis pas d'accord. Il y a plus de 100 mosquées salafistes. Il y a plus de 100 mosquées salafistes. Est-ce qu'elles ont été fermées depuis plusieurs années? Il y a dans le fichier des personnes radicalisées. Alors on peut être pour, on peut être contre. Des étrangers qui sont en situation de radicaliser. Est-ce qu'elles ont été expulsées? Est-ce qu'elles doivent rester en France? Comment certains citoyens peuvent entendre que tout est fait pour lutter contre le développement de l'islamisme radical? Tout n'est pas fait, Claude Veil. Comment pouvez-vous dire ça? Ça s'appelle de la surveillance. Vous savez bien que nous, dans un état de droit... L'imam qui n'a pas été en 2015... C'est évidemment une erreur. C'est évidemment une erreur. Mais c'est en 2015 qu'il n'a pas été expulsé. Les obligations de quitter le territoire, vous savez bien qu'elles ne sont pas appliquées dans 90% des cas, notamment pour les personnes radicalisées. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que tout a été fait. Les obligations de quitter le territoire, d'une manière générale... 3 exemples sur lesquels... D'une manière générale, ne sont pas exécutées. Mais vous savez bien qu'on a un problème absolument majeur, qui est celui de toutes les démocraties. C'est que tant qu'une personne n'a pas commis d'infraction, vous ne pouvez pas le mettre en examen, l'inculper, l'exclure de la fonction publique, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes dans une société où on ne criminalise pas les opinions. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On est d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, un certain nombre d'exemples, ceux qui viennent d'être cités, ne sont pas des intentions ou des volontés d'expulser des gens qui n'ont rien commis. Ce sont aussi des situations sur lesquelles, dans certains cas, la justice, l'État a pris des décisions qui ne sont pas appliquées. Et on le ressent tous. Un problème de moyens. Et on voit dans nos commissariats de police, on voit dans nos préfectures qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens d'écoute, il n'y a pas de moyens de véhicules, il n'y a pas de moyens de police, il n'y a pas de disponibilité. Donc l'État n'a pas les moyens de ses actes. Et juste, je termine sur l'amont, la géopolitique. Regardez la difficulté
pour l'Europe, dont le président est certes très velléitaire sur l'Europe, très volontaire, mais en fin de compte, quel moyen d'action il a pour que l'Europe, par rapport aux États-Unis qui disent « moi, c'est pas mon problème », et qui, comme ça, du jour au lendemain, remettent en cause les dispositifs de sécurité au Moyen-Orient, comment l'Europe réagit ? Elle est sans voix. Elle lance des belles déclarations, mais elle est sans voix. Un dernier exemple. Pascal Tournier voulait s'exprimer, peut-être pour l'écouter. Il y a quand même une formule qu'a employée le président de la République, à savoir qu'il faut maintenant passer à une société de vigilance. Est-ce qu'il y a quand même pas... On a le sentiment finalement que c'est plus la responsabilité, maintenant, elle incombe aux citoyens de surveiller ses voisins. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même finalement que qu'on tombe dans la stigmatisation, dans la délation, finalement, et de tomber dans ce que veulent finalement les djihadistes dans la guerre civile? Oui, alors le terme est effectivement compliqué. La vigilance, c'est des mots qu'on a employés dans des contextes de guerre, souvent. Je pense en même temps que chacun a une responsabilité, mais pas simplement dans la vigilance au sens pointer ou dénoncer, mais dans la vigilance aussi par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, par exemple. Ne pas montrer le musulman comme un islamiste, c'est-à-dire ne pas faire l'amalgame. Et pour moi, la vigilance, je l'ai entendu dans les deux sens. Une vigilance qui est celle qu'on demande à nos administrés, à nos concitoyens, de nous dire s'il y a un colis qui est devant une école et d'appeler la police immédiatement, mais aussi cette vigilance à l'envers, qui est celle de ne pas faire l'amalgame pour pas que cet autoritarisme, cette verticalité, cette radicalité, elle s'invite dans tous les foyers et qu'elle soit demain un phénomène de société. Je voulais qu'on regarde ce que Jean-Michel Blanquer a dit également aujourd'hui. On voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main des petites filles. Ce n'est évidemment pas acceptable dans l'école de la République. La solution est normalement simple et rapide, mais si elle débouche sur un problème plus grave, on le signale. Mais je pense qu'on est clairement dans le problème actuel, c'est-à-dire quels sont les signaux qui vont permettre de dire on va commencer à s'inquiéter. Et je trouve que la charge de Xavier Bertrand, elle est vraiment très très forte sur Emmanuel Macron, parce que c'est une responsabilité collective et qui ne date pas d'Emmanuel Macron. C'est que je pense qu'on a beaucoup de mal, parce que soit en effet on est dans la stigmatisation des musulmans, et on est contre l'islamophobie, on a beaucoup de mal à le faire. Soit on essaie d'y voir clair et on n'y arrive pas. Jusqu'à maintenant, moi je trouve pas que la préfecture... Moi, j'ai pas l'impression que ça soit une faute extrême des policiers. C'est juste que c'est un système qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un se convertit, on ne sait pas à quel moment on commence à s'inquiéter. Est-ce que c'est comme Christophe Castaner l'a dit, quand il commence à se faire pousser la barbe? Est-ce que c'est quand il commence à plus saluer les gens, mais quand même à embrasser quelques femmes? On n'a pas ce travail qui est un travail qui est à la fois technique, mais qui est très philosophiquement, qui est très grave, parce qu'en effet, il ne faut pas stigmatiser n'importe quel musulman parce qu'il va d'un coup à une mosquée alors qu'il n'y allait pas avant, ou qui se marie, ou qui prie 5 fois par jour. Il y a des gens dans la rue qui prient, qui nous embêtent pas, qui sont musulmans, on ne va pas les signaler. Mais je trouve que Xavier Bertrand simplifie un peu le problème, et c'est exactement les discours que le Rassemblement national disent en disant les 15 ou 30 personnes qui sont dans les services publics, mais il n'y a qu'à les virer. Eh ben non, parce qu'on ne peut pas les virer comme ça. Et quelquefois, quand on les vire, ils reviennent par la porte, parce qu'en effet, on ne peut pas les virer. C'est ce que vous disiez, Claude. On n'a pas le droit de virer les gens juste parce qu'ils se sont convertis à l'islam ou qu'ils aient quelques agissements. On n'a pas les moyens, y compris, vous parliez de la police, mais y compris juridiques, pour faire ce nettoyage. Et je trouve que la charge, elle est un peu excessive, parce que ce travail, on n'arrive pas à le faire. On voit bien le pataugeage, là, à l'heure actuelle, du ministère de l'Intérieur sur les signaux de radicalisation. On n'a pas la réponse. La société française, à l'heure actuelle, elle n'a pas la réponse là-dessus. Je voulais Cette histoire est très compliquée. Un dernier mot là-dessus. Cette histoire des signaux de radicalisation est très compliquée, et je crois qu'en effet, ça serait une folie de demander à chaque Français individuellement de se poser en expert du djihadisme et de dire mon voisin de palier, mon collègue de bureau est en train de mal tourner. Là, on peut entrer très vite dans une psychose collective dangereuse. Je pense que la vigilance, elle doit être dans les deux sens, c'est-à-dire la vigilance, en effet, dans ce qui peut être des signes interprétables de violence imminente, par exemple le colis abandonné dont vous parliez, et ça c'est une chose absolument indispensable et très utile. Ne pas tenir la main d'une jeune fille à l'école. Mais c'est aussi la vigilance, pour moi, aller face à des attitudes de stigmatisation, de rejet, de mise au banc de l'islam, qui sont une machine
à provoquer du ressentiment et de la détestation. Le rôle d'un président de la République, c'est d'apaiser la société en permanence. Et la vigilance, elle doit être maniée avec énormément de précautions, parce qu'elle peut aller à rebours de cette idée d'apaiser la société. Allez, je voulais qu'on fasse aussi le point sur l'autre actualité de ce dimanche qui concerne les Républicains. Alors, je précise que vous avez toujours été assez critique des Républicains, mais vous êtes quand même de droite, ça reste votre famille politique. Ils ont donc un nouveau patron. Je vois votre petit coup. Moi, j'ai toujours du mal avec ce mot de famille politique. Quand je vois les haines à l'intérieur de ces partis, je trouve que le mot famille est totalement détourné quand on parle des partis politiques. C'est des familles au sens une fermeture de parenthèse. Je ne suis jamais rentré dans un parti politique. Christian Jacob, donc élu avec 62% des voix, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure de relancer un petit peu la droite ? Bon, d'abord, vous voyez, ils ont décorrélé le patron d'un parti et le candidat au présidentiel. Donc déjà, ça met le président d'un parti dans une tâche qui est un peu l'organisation de son parti. Moi, je pense que les partis, vous voyez, j'ai toujours été très influencé par une note sur les partis politiques de Simone Veil, la philosophe, dans les années 40, qui disait, en fin de compte, un parti, il se crée sur un idéal, sur un projet de société. Ensuite, il a un certain nombre de succès, il devient un système, et ce système devient une communauté qui ne pense qu'à elle. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, au bout d'un moment, les partis n'arrivent pas à se renouveler, parce qu'ils ne reviennent pas à ce qui a été la source de leur projet. Et là, typiquement, vous voyez, je souhaite de bonne chance à Christian Jacob, qui est par ailleurs un parlementaire... Voilà, un collègue au Parlement que j'ai apprécié quand j'étais à l'Assemblée nationale et quelqu'un qui a des convictions. Mais voilà, le souffle, quel souffle, quelle hauteur de vue, quelle profondeur de champ, vous voyez, dans un monde qui est archi complexe et dans lequel on doit trouver un projet de société qu'on ne trouve pas d'ailleurs aujourd'hui. Il n'y a pas chez Macron un projet de société. Il y a des réformes, il y a des réglages, il y a des modifications, mais il n'y a pas de projet de société. S'il y avait un projet de société, on n'aurait pas ce vote, ces perspectives de vote protestataire qu'on a commenté sur ce plateau il y a quelques jours suite aux chiffres de Fondapol. Vous voyez, 77% des Français qui auraient un vote protestataire. Absolument. Il n'y aurait pas cette défiance. Si chacun voyait dans un projet politique, finalement un projet pour lui-même, parce que c'est un peu ça, un grand projet universel. C'est un projet où celui qui habite au cœur de Paris, celui qui habite au cœur de la campagne, celui qui habite dans une ville moyenne, celui qui est de classe moyenne ou d'une autre catégorie, trouve dans ce projet de quoi se raccrocher. La meilleure incarnation, est-ce que pour vous, de la droite, c'est pas Emmanuel Macron? C'est la question qu'on se pose. Non, parce que, vous voyez, vous disiez tout à l'heure, européen, décentralisation. Bon, décentralisation, c'est l'inverse de Macron, vous voyez. La droite, effectivement, elle se construit dans un principe. Alors, la droite, elle s'entend de deux manières. Elle s'inscrit dans le bonapartisme, dans le jacobinisme, et elle peut s'inscrire dans la subsidiarité, dans un autre principe. Donc, déjà, qualifier la droite, essayer de la mettre sous un seul vocable, et je pense que dans Macron, on attendait plutôt une droite, un centre-droit, et on n'a pas du tout cette droite de la subsidiarité, cette droite des territoires, de la confiance, de la famille, cette droite qui se construit d'en bas. Et le Front National incarne une autre droite, celle qui se construit d'en haut, celle qui est très centralisatrice. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a bien un problème. Qu'est-ce que c'est la droite? Et elle n'est, à mon avis, ni dans la politique menée par Macron, et je ne la vois pas encore. Peut-être elle apparaîtra dans le projet des Républicains. En tous les cas, ce qui a fait cette élection n'est pas un projet. C'est on reprend en main le parti, on essaye de rassembler la famille, entre guillemets, et puis on essaye de lutter contre Macron, ce qui, à mon avis, est un peu l'erreur de la déclaration. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Vous parliez des territoires. Qu'est-ce que vous pensez, justement, vous qui êtes maire, de cette velléité qu'avait Gérard Larcher, qui ne transparaît pas tellement là, de miser justement sur ce positionnement? On sait que les Républicains ont beaucoup d'élus locaux, de miser sur les territoires et d'être. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être porteur pour leur projet? D'autant que c'était justement votre travail, mouvement, ça a l'air d'être. C'est toujours mon travail. Voilà. Où est-ce que ça en est aujourd'hui d'ailleurs? C'est toujours mon travail. Si vous voulez, moi, j'ai pris le problème à l'inverse, c'est-à-dire que je démontre la faillite à venir des métropoles. Une faillite économique, une faillite sociale, une faillite environnementale. Et je regarde en même temps, depuis maintenant plusieurs années, les études sociologiques où on voit, et c'était la une du Figaro Magazine ce week-end, que 8 Français sur 10 rêvent de quitter les villes pour retrouver un cadre de vie apaisé. C'était également dans le JDD aujourd'hui, où il y avait le boom des villes moyennes, l'Eldorado des villes moyennes, et il y a depuis des mois toute une série d'articles convergents sur cette idée que les Français, ils veulent trouver un cadre de vie apaisé. Et donc ça, c'est effectivement le terreau d'un projet de société
compliqué, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais qui pourrait alimenter une perspective économique, une perspective sociale, une perspective environnementale et probablement un rééquilibrage de notre société. Il y a un autre sujet très important ce week-end, c'est l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. On va en parler. Qu'est-ce que la France peut faire? Conseil de défense ce soir à l'Elysée. Vous restez avec nous, c'est notre prochain sujet de discussion. C'est dans 2 minutes. À tout de suite. Ça fait parler, se poursuit. Ce qui fait parler, c'est notamment ce 5e jour d'offensive des Turcs contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Que peut faire la France? Paris a suspendu hier les exportations vers la Turquie de matériel de guerre susceptible d'être employé en Syrie. Et ce soir se tient un conseil restreint de défense à l'Elysée. C'est dans une petite demi-heure, c'est à 22h. C'est ce que nous explique notre envoyé spécial, Éléonore Payon. Lors de sa déclaration à la presse ce soir, Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé par l'offensive turque en Syrie et dit craindre une situation humanitaire insoutenable. Le président de la République a donc convoqué un conseil restreint de défense à 22h ici à l'Elysée après son dîner de travail avec la chancelière allemande Angela Merkel. Autour d'Emmanuel Macron seront présents le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées Florence Parly, la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez participeront également à ce conseil restreint de défense. Le président de la République et la chancelière allemande qui ont également précisé ce soir être en contact avec les présidents Trump et Erdogan, avec qui la chancelière allemande Angela Merkel a échangé plus d'1 heure aujourd'hui pour tenter de trouver une issue à cette crise. Notre objectif est que cette offensive cesse et ne permette pas de renforcer Daesh, a assuré Emmanuel Macron. Voilà, ça a entraîné, je donne quelques chiffres, l'exode de 130 000 personnes. On compte 150 morts, mais c'était un bilan évidemment provisoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On disait, Paris a suspendu les exportations d'armes vers la Turquie. C'était le minimum qu'on pouvait faire. Je pense que le point principal qui est quand même très important dans cette affaire, c'est que quand même les forces démocrates syriennes retiennent un certain nombre de combattants djihadistes. Bon. Et là, avec ce qui s'est l'offensive turque, bien évidemment, ils vont beaucoup moins bien maîtriser ces combattants. Et on le sait déjà aujourd'hui, il y a un camp où il y avait à peu près 800 djihadistes qui se sont volatilisés. 800 proches de djihadistes étrangers qui se sont volatilisés dans la nature. Et on sait que, par exemple, pour la France, il y en a entre 400 et 500 ressortissants français qui sont sur place. Donc je pense que ce Conseil de défense, certes, c'est bien évidemment la crise humanitaire, mais c'est aussi anticiper comment faire pour, par rapport à ce risque de retour, peut-être, on n'en sait rien sur le sol français, en tout cas sur ces sujets-là, parce qu'il y a effectivement éventuellement l'Irak qui, on le sait, peut jouer la partition pour juger ces djihadistes. Mais voilà, je crois que c'est ça aussi le danger supplémentaire et qui est effectivement primordial. C'est une situation extraordinairement dangereuse devant laquelle, en réalité, on est assez démunis. Il faut dire les choses comme elles sont. La France en est réduite, en effet, à suspendre les ventes d'armes, mais c'était assez peu. D'autres pays l'ont fait, la Norvège, etc. Mais c'était assez peu, c'est pas ça qui changera le cours des choses, parce que la disproportion des forces entre l'armée turque et les unités kurdes est écrasante de toute façon. Le problème kurde a 100 ans. C'est le peuple oublié dans le partage du Proche-Orient et qui se trouve à cheval sur 4 pays, pour son malheur, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie, ce qui fait que les 4 pays sont d'accord sur rien, sauf sur une chose, c'est empêcher la création d'un Kurdistan indépendant. Ça, là-dessus, ils sont tous... Qui leur avait été promis en 1920. Voilà. Les Kurdes, eux, ont espéré que la crise syrienne avait créé de fait une sorte de Kurdistan de fait où ils avaient un statut de large autonomie. Ils ont espéré que ça soit l'esquisse d'un État à venir. Ce qu'est en train de faire la Turquie, c'est de briser le rêve d'une nation kurde, en créant une zone tampon qui lui permettrait à la fois de renvoyer en Syrie une grande partie du fardeau des réfugiés que la Turquie gère depuis l'éclatement de la crise syrienne. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'Europe est aussi désemparée face à la Turquie et en est réduit à faire des pressions morales, parce qu'en réalité on a besoin de la Turquie qui gère l'exode, et ça, Erdogan qui continue de gérer l'exode de millions de réfugiés. Il l'a très bien syriens. compris, Erdogan, et d'ailleurs il fait un peu du chantage par rapport à cette question. Oh Union européenne, reprends-toi. Je le dis encore une fois,
Si vous essayez de présenter notre opération actuelle comme une invasion, alors l'affaire est simple. Nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,5 millions de migrants. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Émilie, vous souhaitiez réagir? Oui, évidemment, il y a cette espèce de chantage, je ne sais pas si on peut dire chantage aux migrants, d'arrivée de migrants, nous ouvrirons la porte, auquel est confrontée l'Europe. Mais il y a plus que ça, c'est vraiment l'impuissance de l'Europe. Et je crois qu'on voit là, on n'a pas de défense, on ne peut rien faire seul. C'est-à-dire que là, le Conseil de défense, oui, mais il n'y aura rien sans Trump. Trump, c'est lui, en quelque sorte, qui a donné le coup d'envoi de ça en retirant les soldats américains qui étaient dans cette zone. C'est lui qui a la maîtrise. 1000 soldats vont quitter le nord de la Syrie, ça a été annoncé aujourd'hui. Voilà, le problème, c'est que... Non, mais juste... Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même... Il faut être clair sur l'Europe et le poids de l'Europe dans ces questions géopolitiques. Il n'est pas très gros, le poids de l'Europe. Et moi, ça me fait penser à l'Iran et à cette espèce de rôle qu'avait voulu jouer Emmanuel Macron de médiateur entre Trump et l'Iran, qui n'a pas fonctionné, finalement. Il y a eu beaucoup d'affaires d'annonces, mais il n'y a jamais eu de rencontre. Et il n'y a pas de dénouement sur le nucléaire iranien de plus qu'avant. On est un peu dans le fantasme que l'Europe... La France sont encore très puissants, alors que rien. Il y a des sanctions économiques. Il y a quand même. Ça va pas jouer beaucoup. La Turquie, c'est important. Pour la Turquie, c'est important parce que l'économie turque ne se trouve pas dans une très bonne posture. Mais la clé est aux États-Unis. Mais il y a un Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies qui, a priori, va être convoqué. Donc, c'est au niveau multilatéral. Le problème, c'est que l'hyperpuissance américaine, sous Trump, ne se sent plus responsable de l'ordre du monde. Il y a un désengagement total. Et il l'a dit dès son élection. J'ai lu cet après-midi le fil Twitter de Trump, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il écrit aussi de cash comme ça? Il dit mais c'est une affaire entre les Kurdes et les Turcs. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? On s'en fout. On va ramener les boys au pays. Et c'est pas notre problème. Si les Kurdes et les Turcs veulent se tuer jusqu'à la fin des temps, les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Pourquoi j'irais perdre mon pognon et risquer la vie de mes gars pour ça? Donc on est dans une hyperpuissance qui ne gère plus l'affaire. L'Europe, évidemment, n'a pas les moyens d'intervenir. Elle ne va pas aller faire la guerre à la Turquie ou interposer. Certains posent la question autour de cette table. Hier, des éditorialistes posaient la question, justement. Juste, chacun joue son opinion. C'est ça aussi qui est incroyable. C'est sur la faillite du politique. Trump joue l'opinion américaine qui dit mais on va pas aller dépenser de l'argent là-bas. C'est du néo-isolationnisme. Erdogan joue l'opinion turque qui dit ras-le-bol d'avoir des millions de réfugiés dans le sud alors que la situation économique effectivement va mal. Et les pays d'Europe, le risque, c'est que chaque pays d'Europe joue sous couvert de l'immigration aussi ses opinions en disant, en fin de compte, ça nous arrange que ces camps partent plutôt vers le sud ou vers l'est qu'ils ne viennent vers l'ouest. Et donc, la hauteur de vue et de l'Europe fait défaut de manière catastrophique parce que l'Europe a une vraie carte à jouer dans ce conflit, une carte à jouer humanitaire, militaire et géopolitique. Et elle ne joue aucune des trois. Et elle aurait pu prévenir ce qui se passe parce que la montée de la Turquie sur ce sujet et le fait aussi que Poutine... Trump, tout ça, il trouve un intérêt. Poutine, on l'a vu. Trump, on l'a vu. Poutine trouve aussi un intérêt dans cette affaire parce que il renvoie lui aussi l'Europe à ses faiblesses. Et je crois qu'on aurait pu anticiper cette situation. On va la régler, je l'espère, en catastrophe, mais il est urgent, en tous les cas, qu'on la règle. On rappelle quand même les Kurdes qui ont donné leur vie. 11 000 sont morts depuis les combats pour nous aider à combattre Daesh. Il faut quand même rappeler ces chiffres. Exactement, qui nous ont aidés dans la lutte contre Daesh. Donc, mais la carte du monde, l'affaire kurde turque montre quand même un état du monde où désormais il n'y a plus aucune alliance, il n'y a plus aucune solidarité traditionnelle. Chacun joue sa partition de repli nationaliste. Pourquoi Erdogan fait ça? C'est pour des raisons de politique intérieure. Il est mal sur le plan intérieur et il sait très bien qu'en engageant une action contre les Kurdes, même ses ennemis laïcs à l'intérieur de la Turquie le soutiennent dans cette action. Le retrait américain, maintenant, il est quasiment total. Quand on voit les déclarations de Trump, je suis d'accord avec Claude Veil, mais elles sont incroyables. On a l'impression que ça soit sur l'affaire kurde, que ça soit sur le Brexit, on a l'impression que Trump, les États-Unis sont quasiment devenus un ennemi de l'Union européenne. Troisièmement, sur la réponse à avoir, la France, tout d'un coup, dit qu'elle ne vendra plus un certain type d'armes à la Turquie. L'Allemagne, de son côté, dit la même chose. Mais est-ce qu'il y a eu
décision franco-allemande, déclaration franco-allemande. Non. Ce soir un peu, il y a quand même une réunion ce soir entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Demain, il y a Ursula von der Leyen qui est acquis aussi à l'Élysée. Et le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunit le 14 octobre. Voilà, donc peut-être qu'il y aura le 14 octobre il y aura une réponse, à mon avis, européenne qui va être donnée. Mais je ne sais pas si elle se portera. Aux Nations Unies, les représentants européens, qui sont quand même 5, je crois, au Conseil de sécurité, n'ont même pas réussi à obtenir une position commune du Conseil de sécurité. C'est sûr que ça signe la fin les Russes, les Américains et les Chinois se sont arrangés pour qu'on entre dans le système à atermoyer qui ne sont pas Exactement. Ça montre un état géopolitique extrêmement sombre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soir il y a une réunion de défense, un conseil de défense à l'Élysée, parce que Emmanuel Macron sait très bien, et tous les sujets sont liés, que, notamment sur le sujet de la lutte contre le terrorisme, ce qui se passe est extrêmement important, sans alliance comme il y a 10 ou 15 ans, encore une fois. Donc tout ça est extrêmement instable. Mais ce que vous dites est terrible, c'est-à-dire qu'on va laisser les Kurdes se faire massacrer, on est impuissant. C'est ce qui se passe depuis plusieurs jours. Il y a des manifestations, on a vu de la diaspora kurde dans plusieurs pays d'Europe. On verra ce qui ressort des propos du chef de l'État, de la réunion de ce soir, et demain, effectivement, des réunions, notamment avec la future présidente de la Commission européenne. Ce qui est particulièrement horrible sur le plan moral, mais la géopolitique se fout éperdument de la morale, c'est que les Turcs ont recruté des supplétifs pour combattre avec eux, qui sont justement les djihadistes que hier les Kurdes ont combattus pour nous, d'une certaine façon. Merci beaucoup, Jean-Christophe Fondamental, d'être venu nous voir sur le plateau et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On est dimanche et on a envie un petit peu de se projeter, n'est-ce pas, Renaud, sur la suite. Quel est l'agenda de la semaine? Vous allez nous le dire, il y a quoi à l'agenda? L'agenda de la semaine, demain, on en parlait à l'instant, Emmanuel Macron reçoit Ursula von der Leyen, la prochaine commissaire allemande de la Commission européenne. Bien sûr, ils parleront de la gifle qu'a reçue Sylvie Goulard en fin de semaine dernière. Et vous vous souvenez ce qu'avait dit après le rejet de Sylvie Goulard, ce qu'avait dit Emmanuel Macron? Je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique, et c'était en l'occurrence Ursula von der Leyen. Donc demain, on aimerait être une petite souris pour voir ce qui va se dire dans le bureau. Il y aura explication de gravure. Explication de gravure entre Emmanuel Macron et la future présidente de la Commission européenne. Demain également, on connaîtra le nouveau prix Nobel d'économie 2019. Et puis demain, il y a également la dictée Ella de Brigitte Macron, une dictée dans le cadre d'un projet de solidarité, de cause, d'entraide à l'enfance faite par la Première Dame. On va en reparler. Et on va y reparler avec Dominique Millard qui vient tout juste de nous rejoindre et on en reparlera juste après, à la fin de votre agenda. Mardi, on aura le vote solennel de des lois bioéthiques, notamment avec l'ouverture de la PMA. On en avait parlé la semaine dernière avec la manifestation contre la PMA. Jeudi, on aura un Conseil européen très important parce qu'on est mi-octobre et ça approche, ce fameux Brexit. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on en est? Plus personne n'y comprend grand-chose. Johnson a redit que ce sera le 31, c'est sûr. De toute façon, alors lui, il est sur cette date, sans arrêt, donc c'est sûr, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Alors, toutes les chancelleries se préparent. En tout cas, jeudi, Conseil européen. L'expression est galvaudée, mais enfin à très haut risque. Il y a un nouveau projet de Johnson dont on ne connaît pas les détails, mais on voit l'idée, c'est de mettre la frontière entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne. Mais les experts à Londres considèrent que ce texte-là n'aurait aucune chance non plus d'obtenir une majorité aux communes, donc vous repartirez. Donc on part dans un cycle éternel. Et vendredi, ça sera le front judiciaire, ça sera l'ouverture du second procès Balkany. Dans le deuxième volet, il y avait eu un premier volet où 5 ans de prison pour Patrick Balkany, qui est toujours en prison. Là, ça sera dans le volet corruption et blanchiment. Deuxième procès pour Patrick Balkany, c'est vendredi. Et on l'a vu 7 ans requis par le procureur. 7 ans requis par le procureur. On l'a vu donc demain dicté par Brigitte Macron. On accueille sur ce plateau Dominique Miller. Vous avez écrit First Lady aux éditions Odile Jacob. C'est une fiction mais inspirée de faits réels. J'imagine que vous avez été amené à fouiller un petit peu dans la vie de Brigitte Macron. Elle lira donc la dictée de l'association Ella dans un établissement parisien. Elle sera accompagnée de Jean-Michel Blanquer. Elle est c'est un exercice qu'elle connaît bien, en tout cas qu'elle maîtrise. Ce livre, nous l'avons écrit avec Coralie Miller, qui est ma fille, et moi. Et effectivement, nous nous sommes inspirés de
Brigitte Macron, parce qu'elle a quelque chose d'assez proche, je pense, pour toutes les femmes, et aussi de Michelle Obama. Toutes ces deux femmes nous ont donné une idée de ce que ça pouvait représenter d'être comme ça, propulsée au cœur du pouvoir, tout en ayant une vie de femme déjà accomplie avec des choix professionnels, une famille, et en particulier un lien amoureux. Je crois qu'on peut parler d'un amour entre Brigitte Macron et le président. Et Emmanuel Macron. Notre livre reprend ce thème-là. Elle arrive donc au pouvoir, elle monte les escaliers, elle a comme elle dit, choisi une robe qui sera l'étendard du président, et elle va se rendre compte que, alors qu'elle est au bord du pouvoir, c'est 15 jours de la vie de la première dame au pouvoir, elle va se rendre compte très rapidement que sa vie peut basculer, parce que le lien qui la lie à cet homme va être mis en question par le choix de sa liberté. Elle va se retrouver dans des contradictions. Je suis psychanalyste, ma fille est dramaturge, et ce qui fait que toutes les deux, nous avons été complémentaires pour à la fois faire un roman de l'intérieur, où il s'agit beaucoup de la prospection, de l'introspection. Il est question dans votre livre justement de la place de la Première Dame, de sa liberté. Est-ce que ce qui se passe demain, le fait qu'elle redevienne professeure pour les décrocheurs scolaires, c'est une façon à elle de retrouver un petit peu sa liberté? Et voilà toute la question, absolument. Est-ce que la Première Dame a le droit d'être autre chose qu'une icône, d'être une représentation de la femme sans avoir le droit de faire ses choix personnels, des choix qui peuvent être contraires, sans pouvoir se retrouver dans des situations qui sont après tout des situations normales, qui seraient de se retrouver dans une vie de famille. Dans notre roman, il y a ce que nous pouvons appeler la first baby, c'est-à-dire la fille du président, qui va en faire, qui va être propulsée du côté, je dirais, des addictions modernes, qui va se retrouver, je ne veux pas trop en dire, dans un squat où drogue, alcool, méchanceté vont complètement tranché avec le côté idéal de la présidence et les ordres de la République. Vous avez vu que dans les nombreux feuilletons politiques à la mode, la femme du président, c'est presque toujours maintenant une dépressive alcoolique. C'est la figure dans, pratiquement dans White House. Elle devient présidente. Donc le portrait que vous nous en faites, c'est que c'est effrayant de devenir femme de président. Mais c'est absolument effrayant. Parce qu'elle doit représenter une figure de la femme alors qu'elle est une femme et qu'elle n'est qu'au bord du pouvoir alors qu'on pense qu'elle est au cœur du pouvoir. Oui, elle chuchote à l'oreille du président. Oui, elle lui tient la main. Mais en fait, quelle est sa marge de manœuvre ? La réussite et le deuil flamboyant du bonheur. Voilà, c'est une jolie remarque. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dominique Miller d'être venu nous voir. Je rappelle votre livre, donc First Lady aux éditions Odile Jacob. Damien Givlet, merci à vous. Damien Givlet nous a rejoint. Damien, vous parlez de quoi ce soir ? Écoutez, on va revenir évidemment sur cette affaire du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté avec un Julien Audoul qui demande à cette femme voilée de sortir. Les enfants qui sont en panique, il y a des réactions partout ce soir. Plus de 3 millions de vues sur le web. Et puis évidemment la situation des Kurdes à la frontière avec la Turquie. Pour arrêter les massacres, ce soir les Kurdes ont passé un accord avec les Syriens pour dire tout sauf continuer ce massacre et que l'armée syrienne vienne se positionner pour arrêter ça. Et puis on rappelle qu'Emmanuel Macron est toujours en conseil de défense restreint sur le sujet. Est-ce que les Occidentaux vont intervenir et à quel niveau ? Voilà Julie. Merci beaucoup Damien, merci à vous 5 pour ce soir. C'était un plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine sur LCI. On se retrouve le week-end prochain, samedi prochain à 20h. Très belle semaine.